Gentlemen, welcome to the Atelier, another double change night, une autre soirée double change. On en a fait pas mal ensemble jusqu'à présent, c'était un honneur et un plaisir. It's been really great to have double change with us for a number of years now. And I just ask you to watch out for the cell phones, les portables s'il vous plaît. Sinon, c'est une superbe soirée devant nous et je vous passe la parole à M. Brossard. Merci Michael, merci à toute l'équipe de l'atelier, Michael Woodworth, Julien, Marc et leurs collègues. Merci de nous accueillir ce soir. Donc nous allons entendre d'abord Liliane Giraudon, suivie d'Eugène Ostachevski. Et nous faisons cette lecture à l'occasion de la publication de 2 livres. Le premier, celui de Liliane Giraudon, est L'amour est plus froid que le lac, publié aux éditions POL en décembre dernier. Et le second, celui d'Eugène Ostachevski, publié à l'atelier, aux éditions L'Atelier de l'Agneau, s'appelle Le pirate qui ne connaissait pas la valeur de pi. Et le livre d'Eugène Ostachevski est paru précédemment en anglais aux éditions New York Review of Books. Et il y a aussi un certain nombre de traductions en Europe qui sont publiées en ce moment. Liliane Giraudon a publié de nombreux livres et elle dit de son travail d'écriture qu'il est situé entre la prose n'existe pas, et le poème. Un poème n'est jamais seul, dit-elle. Son travail est situé entre ce qu'elle nomme la littérature de combat et la littérature de poubelle. Il faut ajouter que Liliane Giraudon a dirigé de nombreuses revues et collaboré à de nombreuses revues comme Banana Split, Action Poétique, IF et plus récemment la Gazette des Jockeys Camouflés. Et puisque dans notre association, ce qui nous intéresse beaucoup, entre autres, c'est la diffusion de la poésie américaine en France, il faut souligner le travail considérable qu'a effectué Liliane Giraudon depuis des années pour la poésie américaine, et on l'en remercie grandement. Donc parmi les publications récentes, donc le livre L'amour est plus froid que le lac, dont elle lira ce soir, mais aussi La Sphinge mange crue chez Aldante, Le garçon cousu chez POL, 111 notes pour Lacoste chez Desfictions, et voilà, Liliane Giraudon. Je vous remercie pour votre accueil. J'arrive de Marseille, je suis très heureuse d'être là. Je vais donc lire, je dois dire que je n'ai jamais dirigé de revue, j'ai toujours co-dirigé, et la nuance pour moi est très importante, parce que je pense qu'on ne fait jamais un travail seul, on le fait toujours avec d'autres, surtout dans le domaine de la poésie. On écrit seul, encore pas vraiment, mais quand on fait des revues, il me semble qu'on le fait toujours avec d'autres. Voilà. Je vais lire la dernière partie de L'amour est plus froid que le lac, qui s'appelle Une mauvaise foi pour toutes. Mais avant, je donne une citation de Keith Waldrop, pour qu'il n'y ait pas de malentendu sur la notion de ce qu'on appelle l'autofiction. Derrière le poème, il n'y a pas d'état psychologique, parce qu'une fois le poème écrit, le poète est mort. Citation de Lacan en ouverture de Une mauvaise foi pour toutes. On ne guérit pas parce qu'on se remémore, on se remémore parce qu'on guérit. Ça commence au printemps, au cours d'un rêve, en début de nuit. Je joins les mains et je m'accroupis dans le feuillage. Il y a une photographie. Je suis émue, un peu inquiète, parce que quelqu'un parle de ses excréments dans un sac de papier, là où je ne vois que des morceaux de sucre. Il dit que je suis dure d'oreille. Et alors un titre m'est donné, L'amour est plus froid que le lac. C'est le titre d'un livre. Un livre que dans mon rêve, je suis en train d'écrire. Il est placé en vue, ouvert sur une table, entre manuscrit et édition, puisque c'est un livre déjà imprimé, mais que je corrige inlassablement. Les pages sont couvertes de notes manuscrites. L'objet est beau parce que parfaitement incongru.
comme si ce qui y était imprimé était le texte d'une autre. Seules les traces manuscrites sont par moi reconnaissables, des hachures de couleurs surlignent certains paragraphes, rendant difficile l'accès au sens. Ce qui m'était venu à l'esprit avait auparavant été marqué sur un petit papier. C'était là que se trouvait l'explication, mais la présence du sucre cachant la merde avait tout effacé. Plus bas, je cueille des fleurs dont j'ignore le nom, d'un jaune inexistant. Dans les jours qui suivent, le rêve s'installe et me harcèle. Tu vas écrire ce livre, c'est ton prochain livre, celui au bord duquel tu te trouves. Toi, tu penses, c'est sans doute lui, mais pas avec un titre pareil. Ce lyrico-mélodramatique, non, décidément, ce titre est impossible. Il se trouve que je travaille à une commande faite par Hubert Collat, réécrire l'acte 3 de La Mouette de Tchekhov. Celui qui, en mourant, a dit « Je meurs ». Dans un premier temps, et hâtivement, je pense que c'est de là que vient le transfert onirique. Le lac est un personnage central. C'est sur lui que se déverse le faisceau de ténèbres qui provient du temps de ceux qui le pratiquent. Le lac, c'est le théâtre contemporain qui incessamment reste à écrire, c'est-à-dire défaire. Celui que dans La Mouette, Treplev tentera d'affronter et qui le tuera. Car Treplev est confronté à la fracture de l'intempestif. Ce n'est pas par amour pour Nina que Treplev se flingue. Non, car Treplev, comme son oncle Sorine, est homosexuel. C'est évident. Et lui, ce n'est pas le non-amour de Nina, c'est le théâtre qui le tue. Tous les révolutionnaires, Lénine, Trotsky, Makhno, sont des metteurs en scène. Ça, c'est Meyerhold qui le dit. Du temps passe. Renoncule dispersé parmi les têtes mortes des hortensias. Engorgement de nuages sur un ciel initialement clair. Je commence un livre sans titre. C'est la première fois de ma vie que je commence un livre sans titre. Comme nos rêves sont circulaires, il revient, dans un autre décor et avec l'entrée en scène de quelques personnages. Comme le poème, le rêve désactive les fonctions informatives. Il décharge et il soulage. Quelque chose scintille et ça pue. Cette voix, c'est une voix qui dit le titre et j'ai perdu le livre. Je le cherche partout, car tous les contresens y étaient assez beaux. Je suis dans un train, il y a une voix dans une autre voix, une fille mange une pomme, brusque saute de syntaxe, un garçon demande à la fille qui lui montre ses seins « À quoi pensez-vous? Au sexe ?» Elle répond « À la révolution ». Plus tard, je me souviendrai que ce n'est pas la fille qui mange la pomme, mais le garçon. Elle lui demande si la pomme était bonne, et il répond qu'à 12 ans, il a tué son père. On voit le paysage défiler. Le film est en noir et blanc, mais à un moment, il y est question d'une robe jaune. Une pute dit « Johanna, je l'ai vue plutôt dans une robe jaune. » Rêve réservoir, mais aussi piège, puisque être dans le lac aggrave encore le piège. L'expression signifiant la pendaison, le S du lac renvoyant au dessin de la corde. Se lasser. Tchekhov, c'est Pouchkine en prose. C'est Tolstoï qui le dit. Pourquoi Treplev est-il homosexuel? Parce que si l'antisémitisme est très présent dans la littérature russe, peu de références à l'homosexualité. Sous Nicolas Ier, la trique. Erreur, me signale Yvan Mignot, traducteur de Harms et de Klebnikov.
Il y a des vers de Pouchkine sur un ami à lui qui vit en Bessarabie. Il lui dit qu'il l'aime bien, qu'il est prêt à lui rendre tout service, excepté lui prêter son cul. Il y a aussi, bien sûr, Lermontov. Lermontov, vous avez bien dit Lermontov, celui qui dessinait des cavaliers sur ses manuscrits, qui est mort en duel. Même si c'est vrai, c'est faux. Le lac n'est qu'un trou d'eau. On m'a raconté qu'à mon seul prénom, il avait blêmi tout d'un coup, sans doute une détresse respiratoire. Jouez trop vite du Maeterlinck et vous aurez du vaudeville. J'en suis à me demander comment il avait pu vivre sans cette inspiration compositrice, désir d'écrire, morbide variante d'un fantasme de tueur. Je lui avais toujours trouvé une belle tête de tueur. Les filles sont parfois très folles. Écran piège du lac tchécovien, j'aurais dû garder à l'esprit qu'à Marseille, la ville où souvent je dors et par conséquent rêve, les mouettes chient du rat. Ce détail aurait dû m'alerter. J'avais cherché sans trouver, pour finir par trouver, alors que j'avais renoncé à chercher. Treplev précédait Mandelstam, lequel précédait Fassbinder. Mon siècle, mon fauve, qui pourra te regarder droit dans les yeux et souder de mon sang les vertèbres de 2 siècles. Et en ce qui me concerne, j'ai mis longtemps à comprendre que la forme d'un film repose aussi sur les scènes qui n'ont pas été filmées et qui doublent celles qui l'ont été. Ce poids fantôme. Des semaines pour finir par découvrir que la fille du train qui montre ses seins sort du premier long métrage de Fassbinder dont le titre était « L'amour est plus froid que la mort ». Vu en 1970, dans une version non sous-titrée, l'allemand totalement opaque pour moi, un ami étonné par mon éblouissement en avait plus tard résumé l'action. Franz, alias Fassbinder, macro de Munich, aime sa pute, Johanna, alias Anna Chigula. Il la partage avec un jeune garçon, Bruno. Braquage, meurtre. Franz, préférant travailler en solo, a refusé d'être engagé par le syndicat mafieux. Ils forment un trio hallucinant. Pour finir, Johanna balancera aux flics Bruno et les flics le tueront. Dans leur cavale, Johanna et Franz ignoreront que Bruno était un traître payé par le syndicat. On ne peut jamais savoir ce que veulent les autres. L'amour exige toujours des sacrifices et Franz prépare le personnage brechtien de Baal chez Volker Schendorf. Au générique, le nom de Straub s'ennuyait. Avec la dictée nocturne du titre trafiqué, j'étais entré dans une nouvelle étape de l'écrire, comme si je n'étais plus moi-même le sujet de l'action. Écrire devenait une action autre, charriée par une autre, sorte de corps fantôme branché, éclairé par un projecteur latéral. Pas auteur, pas poète, plutôt acolyte, c'est-à-dire celui, celle qui accompagne en vue de suivre, d'assister. Suppléante. Je deviens complice d'une action suspecte. Coupable. Elle accompagne sans accompagner, comme la pute qui trahit. Elle assiste à l'entrée d'un lac de ses personnages par ordre d'apparition, de Macbeth à Fassbinder, au décor comme aux actions qui s'y déroulent. Elle prend soin de laisser seul chaque mot qui les désigne. Auxiliaire, partenaire ou double, elle retrouve le poème comme le film après une longue absence. Entre fiction et réalité, littérature et document,
les noms propres ont presque tous existé, leur beauté, comme leur force lexicale, tient au fait qu'ils ne sont pas des mots, mais des fantômes de mots. Le poème a pu mettre sa machinerie en action grâce à une amnésie essentielle. Tout ce que nous touchons vient du passé et constitue un accès à la mort. Alors, seulement, les choses s'éclairent. Loin de toute restauration, à moitié sauvé, à moitié saumâtre. Sous les jambes du poème, il est beaucoup question de la survie de l'amour mort. Comment survivre à l'amour mort? Écrire, le plus sûr moyen d'y échapper, mais aussi, et dans un mouvement aussi violent, d'y être rattaché. Par exemple, rameuter, faire surgir les anciennes images, tessiture des voix, grains de la peau, consistance des étoffes. Revoir, comprendre, un étrange chagrin, une véritable peine. Comment a-t-on survécu à un amour mort? C'est la question qui se pose. Par un autre amour, répond blasé le cœur. Un angle obtus. Faudrait-il ici une indication entre parenthèses qui expliquerait toute une page? Ainsi, dans un tourbillon, quelque chose apparaît. Le poème place sa caméra et il filme. Pas restauration ni restitution, une peut-être forme de prolongation. Tenter de ramener à la lumière les images ensevelies. Corps d'un homme de 30 ans, j'en ai 15. Non revu, perdu, évaporé dans le temps, qui en aurait plus de 80 et qui, je l'apprendrai accidentellement, est mort depuis 25 ans. Je revois la bouche et les ongles, les paupières, une odeur de tabac blond, une cicatrice, brûlure, trace d'une brûlure sur le thorax, une autre, trace d'un couteau sur la première phalange de l'index. Il aime et engrosse l'héroïne dans une carrière, celle-là même qui, je l'apprendrai bien plus tard, devait impressionner un poète nommé Dubouché. En plein milieu du jour, c'est à ce soleil sur craie blanche que je pensais au moment de la pose des tiges laminaires, puis dans la découverte du sang noir à l'intérieur des cuisses. J'imaginais au creux de ma main les minuscules os du fœtus. Je songeais avec effroi au jeu des osselets. L'avortement était un crime, l'encore enfant se débarrassant de son propre enfant ruisselait doublement dans du crime. Comment, l'hiver, nous restions immobiles, enlacés au pied d'un arbre, dans le petit bois de pin où je le retrouvais. Cette force qui nous précipitait dans l'étreinte et ce silence quand les bouches se cherchaient. Une respiration presque douloureuse du langage et l'impossibilité de parler. Une expérience singulière, hors de toute signification, où les limites même du sexe ou des sentiments se trouvaient hors champ. Je me souviens, sur nos têtes, du bruit du vent dans les arbres. Une forme informe du mouvement du vent, jusque sur nos corps, lui vêtu, et moi nu, enveloppé dans son manteau, avec pour finir son sexe enfoncé en moi. L'obsolescence d'un tel souvenir, puisque celui qui pourrait le partager avec moi est mort, que le scandale le chassa des lieux où l'action se produisit, que jamais le secret ne fut trahi, qu'ayant appris à ma majorité 5 ans plus tard qu'il avait fait un autre enfant, réel celui-là, j'ai fini par renoncer au projet de traverser l'océan pour, aux Amériques, le tuer. Un modèle de lenté pulvérisé par le poste, l'héroïne désormais habitant un corps semi-mort et ne survivant un temps que dans un usage effréné du sexe et des livres.
Se pose ici donc le fait que c'est sur cette indéchiffrable expérience qu'allaient se construire toutes les aventures amoureuses qu'elle allait traverser, comme dans les romans, ce qu'elle allait en lire. La nuit, parfois, je m'éveille, croyant reconnaître le bruit du vent dans les arbres, mais non, ce sont des voitures sur le boulevard. L'essayer dire longtemps, et jusqu'à cet actuel soir de décembre impraticable, une forme d'exploration micrologique, apparaît pour la première fois envisageable, dit de mon jadis. Je peux le dire, c'est sur ce drame que se sont construites mes forces, les pages de ce qui précède, film sous un autre film, récitatif barré par un lac, d'autres personnages. Car pour ce qui serait des mots concernant cet amour, ils occupent un trou que j'aurai sur le bout de la langue et qui y restera jusqu'à ma mort. L'eau du lac a envahi le trou, le lac habite le livre, celui que je lis en l'écrivant, car les mots se sont détournés de la phrase, ce sont les silences entre les mots qui sont devenus les lieux d'un autre casting, un autre film. Dehors, on a commencé à détruire la langue. Procédure d'éloignement a remplacé mesure d'expulsion, réussite différée, échec scolaire, plan de sauvegarde de l'emploi, licenciement collectif. La mort rôde, comme la honte de survivre sur un mode privilégié dans un monde qui s'étrangle. L'instrument que j'utilise demeure mal tempéré, car il procède par fragmentation. Un stoppage incessant rythme le poème et introduit, polaroïdement, des successions de pauses, temps cliquetis, avec motifs illustrant la préparation, autant que la répétition de meurtres, passés et à venir, privés ou de masse. La ligne de démarcation entre prose et poésie se déplace incessamment. Quelque chose de profond et d'acharné dans l'usage d'une technique froide. Aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est la combinatoire. Thoreau avait raison, l'expérience est dans les doigts et dans la tête. Le cœur, lui, n'a pas d'expérience. Sur nous tous, le poème en sait bien plus long que nous, et c'est parce qu'il brûle sur un monde dévasté que l'amour est plus froid que le lac. Merci.